Tonton, s'il te plaît, sauve ma maman. » Un petit garçon des rues a supplié un chirurgien devant l'hôpital. Il l'a ignoré. Mais quelques heures plus tard, quelque chose l'a poussé à revenir. Ce qu'il a entendu l'a fait fondre en larmes. Le jour se levait doucement sur Paris, enveloppant les immeubles haussmanniens d'une lumière gris rosé. À l'hôpital Saint-Lazare, situé dans le 10e arrondissement, les couloirs s'animaient déjà au rythme des pas précipités, des chariots qui crissaient sur le carrelage et des voix pressées. Parmi le tumulte contrôlé du service de chirurgie, le docteur Antoine Morel avançait d'un pas décidé. Il portait sa blouse blanche comme une armure, impeccablement boutonnée, sans un pli. Son badge reflétait l'éclat des néons. Docteur Antoine Morel, chef du service de chirurgie générale. Antoine était connu pour sa précision, son efficacité et son détachement presque glacial. Il traitait chaque cas avec une rigueur chirurgicale, littéralement et figurativement. Il écoutait les diagnostics, analysait les scanners, opérait avec maîtrise, mais évitait soigneusement tout ce qui pouvait ressembler à un attachement. Ce matin-là, il avait commencé sa garde à cette heure précise, comme toujours. Les réunions de transmission s'étaient enchaînées, suivies de 2 interventions complexes. À 11h30, il était déjà fatigué, mais sa concentration ne faiblissait jamais. En sortant du bloc opératoire, il retira ses gants et son masque, passa devant les patients anesthésiés en salle de réveil, salua d'un simple signe de tête les infirmières qui le regardaient avec respect, mêlé de distance. Puis il consulta sa montre et décida de descendre à la cafétéria pour prendre un café noir, comme à son habitude. Il longea le couloir principal, traversa l'accueil sans ralentir et poussa la porte vitrée donnant sur la rue. L'air de fin d'hiver lui fouetta le visage. Il inspira profondément, appréciant le silence relatif de l'extérieur. Alors qu'il s'apprêtait à tourner à gauche, son regard fut attiré par une silhouette immobile à droite de l'entrée. Un petit garçon, pas plus de 7 ans, se tenait là, pieds nus sur le trottoir humide. Il portait un sweat trop grand pour lui, sale et élimé, et un pantalon trop court qui dévoilait ses chevilles rougies par le froid. Ses cheveux en bataille, son visage maculé de poussière, et ses yeux sombres et creux donnaient à l'ensemble une allure irréelle, presque fantomatique. Antoine ralentit à peine. Il avait vu bien des choses à Paris, la misère n'était pas une surprise. Mais ce gamin-là, planté devant un hôpital, seul et silencieux, provoqua en lui une sorte d'écho, une alerte sourde, presque inconsciente. Il hésita une seconde puis reprit sa marche vers le coin de la rue. Juste au moment où il passait à hauteur de l'enfant, celui-ci leva la tête et murmura d'une voix tremblante mais claire « Tonton, s'il te plaît, sauve ma maman ». Antoine s'arrêta, figé par ces mots. Il tourna légèrement la tête, observa l'enfant sans rien dire. Une goutte d'eau tomba du toit et s'écrasa entre eux. Le garçon fixait le médecin avec une intensité désarmante. Ce regard, il était impossible à ignorer. Pourtant, Antoine détourna les yeux, fronça légèrement les sourcils et répondit d'un ton neutre, presque robotique. « Désolé, je ne peux pas t'aider. » Et il repartit sans se retourner, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il entra dans la boulangerie au coin de la rue, commanda un café à emporter et revint sur ses pas une dizaine de minutes plus. Tinte, le garçon était toujours là. Antoine l'évita du regard et rentra dans l'hôpital. L'après-midi s'écoula dans un rythme soutenu. 2 nouvelles opérations, un cas urgent d'appendicite, une réunion avec la direction médicale. Mais à mesure que les heures passaient, une image revenait sans cesse troubler sa concentration. Ce petit garçon, tremblant de froid, seul, et cette voix, presque irréelle dans sa simplicité. « Sauve ma maman !» Il essaya de se convaincre que ce n'était pas son affaire. Il n'était pas assistant social, ni policier, ni sauveur. Son domaine était la salle d'opération, le bistouri, les diagnostics clairs. Et pourtant, chaque fois qu'il croisait un enfant dans un couloir, chaque fois qu'un parent évoquait un fils ou une fille, son esprit s'échappait vers la porte de l'hôpital. Était-il encore là? Qu'attendait-il? Pourquoi lui? Lorsque son service prit fin à 20 heures passées, Antoine se changea lentement dans le vestiaire. Il prit son sac, passa une main sur son front fatigué et sortit une dernière fois par l'entrée principale. Le trottoir était vide. Le garçon n'était plus là. Et c'est précisément cette absence qui le troubla le plus. Le silence
De la nuit parisienne s'étendait comme un voile humide sur les rues, mais dans l'esprit du docteur Antoine Morel, un vacarme sourd persistait. De retour chez lui dans son appartement du 15e arrondissement, il tenta de retrouver la paix qu'il cherchait chaque soir dans ses rituels bien rodés. Il rangea sa montre dans la boîte en bois sur la commode, se glissa dans une chemise propre, prépara une tisane sans sucre, mais rien n'y faisait. Assis dans son fauteuil, il fixait sans le voir le journal ouvert sur ses genoux. La phrase résonnait encore inlassablement comme une litanie. « Tonton, s'il te plaît, sauve ma maman !» Il revoyait le visage du garçon avec une précision troublante. Ce regard noir profond, empreint d'une douleur trop grande pour un enfant. Il aurait dû l'oublier. Il en avait vu des patients en détresse, des familles effondrées, des cris de désespoir dans les couloirs stériles de l'hôpital. Il avait appris à se blinder. C'était une question de survie mentale, mais là, il n'y avait pas eu de cri. Juste cette voix calme, presque résignée. Et ça, c'était pire. Le lendemain matin, Antoine reprit son service à 7 heures. Comme d'habitude, il s'était dit qu'une nuit de sommeil suffirait à effacer l'image. Il s'était trompé. À peine franchi le seuil du bloc opératoire, il fut envahi par une sensation étrange, celle d'un vide, comme si quelque chose d'inachevé le suivait dans chaque geste. Il opéra une hernie, puis assista à une endoscopie, mais même les mouvements mécaniques de ses mains tremblaient d'une incertitude nouvelle. Ses collègues notèrent sa nervosité inhabituelle, mais n'osèrent pas poser de questions. Antoine n'était pas un homme à qui l'on s'adresse à la légère. Pendant la pause de midi, il s'assit seul à la cafétéria face à une assiette qu'il ne toucha pas. Dehors, la pluie fine avait repris. Il regarda les gouttes glisser sur la vitre. Il s'imagina le garçon debout sous cette pluie, attendant une aide qui ne viendrait jamais. Avait-il fini par partir? Avait-il trouvé quelqu'un d'autre? Et sa mère, où était-elle? Était-elle en danger immédiat ou déjà? Non. Il repoussa cette pensée avec violence. Un souvenir vague surgit alors, insistant. Quelque chose de lointain, enfoui. Une scène floue, mais douloureuse. Des cris, une lumière d'ambulance, une main d'enfant tendue vers un adulte qui ne s'arrête pas. Il ferma les yeux. La mémoire n'était pas encore là, mais l'émotion, elle, revenait par vagues. Plus tard, en salle de réunion, alors qu'un collègue présentait un cas clinique, Antoine décrocha complètement. Son esprit vagabondait dans les rues froides de Paris à la recherche d'un petit garçon qu'il ne connaissait pas. Il se surprit à griffonner un nom sur son carnet. Lucas? Il n'en était même pas sûr. Le garçon ne s'était pas présenté. Ce prénom était venu tout seul. Peut-être l'avait-il entendu ou inventé. Vers 17 heures, alors qu'il finissait un compte-rendu, il entendit une discussion à l'accueil de l'hôpital. Une infirmière disait à voix basse qu'un enfant avait été vu le matin même, dormant près de l'entrée. Mais il avait disparu avant que la sécurité ne soit alertée. Antoine tendit l'oreille, puis se leva brusquement. Il marcha jusqu'à l'accueil, demanda des détails. Personne ne savait grand-chose. Un petit brin sale, pieds nus, peut-être un rhum ou un gosse à la rue. Il serra les dents, irrité sans comprendre pourquoi. Lorsque sa garde se termina, il hésita un long moment dans les vestiaires. Il pouvait rentrer et fermer la porte de son appartement et tenter d'oublier. Ou il pouvait faire quelque chose. Mais quoi? Il n'était pas détective. Il ne savait même pas par où commencer. Pourtant, ses pas le portèrent naturellement. Vers la sortie principale, il s'arrêta un instant sur le seuil, scrutant la rue. Les voitures passaient, les passants pressés ne regardaient au rien. Il marcha quelques mètres, s'approcha d'un sans-abri assis contre le mur. « Vous avez vu un petit garçon ici hier? Pieds nus, cheveux noirs ?» demanda-t-il sans préambule. L'homme haussa les épaules, marmonna quelque chose d'inintelligible. Antoine poursuivit son chemin. Il interrogea 2 commerçants voisins, une caissière, un livreur. Personne n'avait remarqué d'enfant. Puis, alors qu'il allait rebrousser chemin, une voix rauque l'interpella. « Vous cherchez le gamin. D'hier soir ?» Il se tourna. Une femme, enveloppée dans un manteau troué, fumait à l'abri d'une bouche de métro. Elle le fixait avec un mélange de défiance et de curiosité. « Vous l'avez vu ?» demanda-t-il aussitôt. Il courait avec une femme dans les bras. Elle était inconsciente, je crois. Ils ont pris par là vers les ruelles du passage Brady. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il remercia brièvement, puis se mit à marcher, sans réfléchir, en direction indiquée. Les pavés étaient glissants sous ses semelles, les réverbères éclairaient à peine les ombres des impasses.
Il n'avait jamais mis les pieds dans ce coin à cette heure. Mais maintenant, il ne pouvait plus faire. Marche arrière. Les pavés humides résonnaient sous les pas pressés d'Antoine, tandis qu'il avançait dans les ruelles étroites du passage Brady. Les odeurs de friture, mêlées aux relents d'humidité, lui montaient au nez. Les boutiques étaient enfermées, les rideaux de fer baissés. Quelques néons vacillants projetaient des ombres incertaines sur les murs décrépits. Chaque recoin semblait cacher un mystère. Chaque silhouette mouvante un possible indice. Mais malgré son regard alerte et les battements accélérés de son cœur, il ne trouva rien. Pas de petit garçon, pas de femme inconsciente. Rien d'autre que le bruit lointain de la circulation et les échos de ses propres pensées. Il s'arrêta, un moment, adossé contre une porte close, cherchant à calmer sa respiration. Il était médecin, pas enquêteur. Ce qu'il faisait là, seul, dans les recoins les plus obscurs de la ville, relevait de l'irrationnel. Il se sentait ridicule et en colère contre lui-même. Mais en même temps, un sentiment plus profond, plus ancien le poussait à continuer. Quelque chose qu'il n'avait pas encore réussi à nommer. Sur le chemin du retour, le froid mordait ses joues. Il traversa le pont de la rue du Faubourg Saint-Martin, longea les rails de la gare de l'Est, passa devant des sans-abri enroulés dans des couvertures sales. Puis, alors qu'il s'apprêtait à remonter vers l'hôpital, une image brutale le frappa de plein fouet. Il s'arrêta net. Il était dans une autre rue, dans une autre époque. Les lampadaires étaient plus ternes, les voitures plus anciennes. Il se voyait petit, pas plus haut qu'une poignée de porte, les mains couvertes de terre, les genoux écorchés. Il courait, essoufflé, appelant à l'aide. Sa mère était allongée sur le sol de leur petit appartement, les lèvres bleues, les yeux à demi ouverts. Il se souvenait avoir frappé à toutes les portes de l'immeuble, hurlé dans la cage d'escalier. Il se souvenait du voisin du 4e, qui avait entrouvert la porte, puis refermé en disant « Ce n'est pas mon problème ». Il se souvenait du goût du désespoir, de la sensation que le monde entier s'était refermé sur lui sans laisser de sortie. Ce jour-là, personne n'était venu. Sa mère était morte avant l'arrivée des secours. Et ce souvenir, il l'avait enfoui, étouffé, mis en quarantaine dans un coin de sa mémoire où il refusait de regarder. Toute sa vie avait été construite sur cette faille, sur ce manque. Il était devenu médecin pour ne plus jamais se sentir impuissant, pour ne plus jamais dépendre de la pitié d'un adulte trop pressé. Et voilà que, des années plus tard, un petit garçon dans la même détresse croisait son chemin. Il n'était pas son fils, il ne le connaissait même pas. Mais il avait dit exactement les mêmes mots qu'Antoine autrefois, et ce simple appel avait fissuré la muraille qu'il avait mis toute une vie à ériger. En rentrant chez lui, les mains glacées et le cœur serré, Antoine ne chercha pas à allumer les lumières. Il s'assit sur son canapé, fixa le vide. L'appartement silencieux lui renvoyait l'écho de ses souvenirs. Il aurait pu ignorer le garçon, il avait même essayé. Mais la vérité était qu'il ne pouvait pas, parce qu'il savait mieux que personne ce que signifiait ce regard suppliant, ce que coûtait l'indifférence d'un adulte. Il l'avait payé cher. Et maintenant, il n'était plus l'enfant impuissant. Il était l'adulte que ce garçon avait appelé. Il se leva brusquement, chercha dans ses affaires une vieille veste, enfila des chaussures solides. Il ne savait pas où aller exactement, mais il devait recommencer les recherches. Il y avait peut-être encore une chance. Il sortit dans la nuit, déterminé. Les rues de Paris étaient de plus en plus désertes. Il marcha sans but précis, comme guidé par une intuition. Il interrogea d'autres sans-abri, des livreurs, des passants tardifs. Toujours la même réponse. Non, il n'avait rien vu. Mais il continua. Il n'était plus question de logique ou de devoir. C'était personnel, viscéral. Il remonta la rue du Faubourg Saint-Denis, traversa la place Franz Liszt, se rendit jusqu'au bord du canal Saint-Martin. Puis, à mesure que la fatigue gagnait ses jambes, il ralentit. Il s'arrêta sur un pont, regarda les eaux noires en contrebas. Et là, au milieu des tourbillons, il eut une certitude. Le garçon n'était pas parti loin. Il n'aurait pas abandonné sa mère. Il devait être encore là quelque part, caché. Antoine serra les poings. Il ne laisserait pas cette histoire se terminer comme la sienne. Pas cette fois. Il reprit sa marche, plus lentement, mais avec une résolution nouvelle. Le passé venait de se réveiller, et avec lui un besoin impérieux de réparation. La nuit s'était épaissie sur Paris, et l'humidité imprégnait les murs, les trottoirs, les pensées. Antoine avançait dans les rues comme un homme en
Mission les épaules tendues, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Il ne sentait plus vraiment le froid. Tout ce qui comptait, c'était de retrouver le petit garçon. Ce Lucas, ou quel que soit son nom, ce regard, cette voix. Il ne pouvait pas laisser cette histoire se refermer comme un vieux dossier mal classé. Pas après ce que cela avait réveillé en lui. Il retourna d'abord vers l'hôpital Saint-Lazare. L'entrée était silencieuse, éclairée faiblement par 2 lampadaires au halo jaunâtre. À l'intérieur, on voyait encore des silhouettes blanches s'affairer derrière les baies vitrées. Il hésita, puis entra brièvement. Le gardien de nuit, un homme trapu au visage fatigué, le reconnut et hocha la tête. « Bonsoir, docteur. Morel. Vous avez vu le gamin qui était là hier soir? Petit, brun, pieds nus. Il est revenu aujourd'hui ?» Le gardien secoua lentement la tête. « Non, personne comme ça aujourd'hui. On a surveillé un peu plus vu ce que vous aviez demandé. Mais rien, désolé. » Antoine acquiesça en silence, puis ressortit. Il se tourna vers les trottoirs, les regards éteints des bâtiments voisins, les coins d'ombre. Il décida de suivre les indications de la femme rencontrée plus tôt. Le passage Brady s'ouvrait devant lui comme un couloir oublié du centre-ville, avec ses échoppes indiennes, ses enseignes à moitié éteintes, et ses odeurs d'épices et de misère. Il descendit lentement la rue, puis bifurqua dans une impasse étroite. Là, il vit une silhouette accroupie sous un porche, une femme emmitouflée dans des sacs, les cheveux épars, les mains enroulées autour d'un gobelet vide. Elle leva, les yeux en l'entendant approcher. « Vous avez vu un gamin par ici? Il était avec une femme malade, peut-être inconsciente. » Elle cligna des yeux, puis hocha la tête lentement. « Ouais, hier soir. Il courait comme un fou, le petit. La dame, elle respirait à peine. J'ai cru qu'elle allait mourir là, sur le bitume. Mais il l'a traînée dans ses bras, jusqu'à la ruelle derrière le pont. » Antoine s'agenouilla à sa hauteur. « Quel pont? Vous pouvez m'indiquer ?» Elle tendit un doigt vers la gauche. « Sous la passerelle qui longe le canal. Près du boulevard Magenta. Il y a un vieux recoin là-bas, les SDF s'y planquent quand ils veulent pas qu'on les voie. » Il la remercia d'un signe de tête, glissa un billet dans son gobelet, puis repartit sans perdre de temps. Le canal Saint-Martin serpentait dans le silence de la nuit, bordé d'arbres décharnés. Il marcha vite, les yeux fouillant chaque recoin, chaque renfoncement sous les arches. Puis il vit une forme d'œuf, en fait, sous une arche de pierre sur un lit de carton et de couverture sale, un petit garçon assis en tailleur, la tête baissée. À côté de lui, une femme allongée, la peau d'une pâleur presque bleutée. Elle respirait difficilement, chaque inspiration semblant une bataille. Le garçon tenait sa main, les yeux gonflés par les pleurs et le manque de sommeil. Antoine s'approcha lentement sans bruit. Il ne voulait pas les effrayer, mais le garçon le vit tout de suite. Il se redressa brusquement, la peur dans les yeux. « Je l'ai pas volée. Je voulais juste qu'elle se repose. » Antoine leva les mains, apaisant. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. Tu te souviens de moi? L'hôpital. Hier. » Le garçon cligna des yeux. Puis, comme s'il reconnaissait enfin le visage du médecin, il hocha la tête. « Tonton. » Le mot frappa Antoine avec la même force qu'un souvenir. Il s'accroupit doucement. « Je suis revenu. Je vais l'emmener à l'hôpital, d'accord? Elle va mourir? Pas si on agit vite. » Antoine s'approcha de la femme, prit son pouls. Il était faible, filant, irrégulier. Sa respiration était sifflante. Les lèvres fendillaient. Elle avait une forte fièvre, une infection respiratoire sévère, peut-être une pneumonie. Sans soin, elle ne passerait pas la nuit. Il faut l'emmener maintenant. Il sortit son téléphone, appela un taxi médicalisé. L'attente fut interminable. Lucas restait silencieux, agrippé à sa mère. Antoine, pour sa part, enlevait son manteau pour la couvrir un peu plus, vérifiait sans cesse ses signes vitaux. Il ne voulait pas penser au passé, mais chaque geste était une réponse directe à ce qu'il n'avait pas pu faire autrefois. Quand le véhicule arriva enfin, il aida à soulever la femme, la posa délicatement sur la civière. Lucas voulut grimper à côté, mais l'ambulancier hésita. Il n'a pas de papier, et vous non plus pour lui. Antoine planta son regard dans celui de l'homme. Il vient, c'est non négociable, je prends la responsabilité. Devant le ton ferme et la prestance du médecin, l'ambulancier céda. Lucas monta dans le véhicule collé à sa mère. Antoine les suivit. Le taxi fila à travers la ville endormie, en direction de Saint-Lazare.
Et pour la première fois depuis bien longtemps, Antoine sentit quelque chose naître dans sa poitrine. Pas de la joie, pas encore, mais une promesse. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Lazare fut rapide, mais chaque seconde pesait comme une éternité. Dans l'ambulance, Antoine gardait les yeux rivés sur la femme étendue, veillant au moindre signe de détérioration. Lucas, lui, ne lâchait pas la main glacée de sa mère. Il ne parlait pas, mais son regard trahissait une terreur ancienne, enracinée, comme s'il avait déjà compris ce que signifiait la perte et qu'il refusait de la revivre. La lumière blafarde de l'habitacle donnait à Claire, la mère, un teint cireux. Antoine vérifia une nouvelle fois son pouls, toujours faible. Sa respiration était saccadée et un râle profond commençait à se faire entendre. Il ajusta rapidement l'oxygène, donna des instructions à l'ambulancier pour préparer un transfert immédiat vers l'unité de soins intensifs dès l'arrivée. Il n'y avait plus une minute à perdre. Lorsque les portes de l'hôpital s'ouvrirent sur leur passage, l'équipe de nuit, alertée par un appel préalable, attendait déjà. Une civière fut déployée et Claire fut rapidement installée dessus. Lucas voulut suivre, mais une infirmière tenta de le retenir. Il se débattit. « Non, je reste avec elle. Je veux pas qu'elle parte sans moi. » Antoine, voyant la scène, s'interposa immédiatement. « Il vient avec nous. C'est moi qui en prends la responsabilité. » L'infirmière, surprise, s'écarta. Antoine accompagna l'enfant jusqu'au couloir d'admission, puis vers les urgences. Claire fut installée dans une salle isolée, sous surveillance constante. Les premiers examens révélèrent une infection pulmonaire sévère, aggravée par une malnutrition et une exposition prolongée au froid. Son état était critique. Il fallait agir vite. Alors que les équipes s'affairaient, Antoine contacta le chef du service de médecine interne. Mais celui-ci refusa d'admettre la patiente sans papier ni couverture médicale. Le protocole, les risques légaux, les directives administratives, tout s'empilait pour rendre l'aide impossible. Mais Antoine n'était plus disposé à entendre des refus. Il entra dans le bureau de l'administration de nuit, posa ses 2 mains sur le comptoir et parla d'une voix ferme. « Cette femme va mourir si nous ne faisons rien. Je vais couvrir tous les frais, en mon nom. Elle entre sous ma responsabilité médicale et financière. Notez-le, signez-le. Mais elle reste. » Le personnel hésita, déconcerté. Le directeur, adjoint de garde, tenta de parlementer, mais Antoine ne bougea pas. « C'est ma décision. Vous avez une plainte. Vous la déposez demain matin. Ce soir, on la soigne. » Il fit appel à une infirmière de confiance pour veiller aux premiers soins, installa Lucas dans une salle d'attente attenante et revint près de Claire. Son état s'était encore dégradé. Une décision rapide s'imposait, une intervention pour drainer le liquide pulmonaire, un geste délicat, presque chirurgical. Il consulta brièvement un pneumologue de garde, évalua les options. Mais le spécialiste était déjà débordé par une autre urgence. Antoine prit une décision rare. Il allait intervenir lui-même, en dehors de son champ habituel. Il connaissait la procédure, avait les compétences, et il n'avait plus le luxe d'attendre. Avant d'entrer dans la salle, il fit un détour par la pièce où Lucas attendait. L'enfant, recroquevillé sur une chaise, se leva d'un bond en le voyant. « Elle va s'en sortir. » Antoine s'accroupit à sa hauteur. Il ne voulait pas promettre l'impossible. Mais il vit dans les yeux de Lucas le même espoir fébrile que lui-même avait eu autrefois. Et il ne pouvait pas le trahir. « Je vais faire tout ce que je peux. D'accord ?» Lucas hocha lentement la tête, les lèvres tremblantes. « Promets que tu vas la sauver, tonton. » Le mot résonna encore, comme une note suspendue dans l'air. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il posa sa main sur l'épaule du garçon, la serra doucement. « Je vais essayer, vraiment. » Puis il se redressa, franchit la porte du bloc improvisé et enfila sa blouse. Le personnel était prêt, les instruments alignés, le silence tendu. Antoine respira profondément, observa une dernière fois le visage livide de Claire, puis commença la procédure. Les minutes s'égrenèrent avec une lenteur insupportable. Chaque geste était précis, mesuré, chaque décision vitale. La sueur perla sur son front malgré la fraîcheur ambiante. Il ne sentait plus rien d'autre que la pulsation sourde de son propre cœur dans ses tempes et l'obsession de réussir. Il ne pensait plus au protocole, à la direction, aux conséquences. Il pensait à ce qu'il aurait voulu que quelqu'un fasse des années plus tôt pour sa propre mère. Quand enfin le liquide infecté fut drainé,
que les voies respiratoires se libérèrent peu à peu, un souffle plus stable revint. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était un premier pas. Antoine se retira, les mains tremblantes, le regard vide. Il sortit du bloc et trouva Lucas endormi, roulé en boule sur 2 chaises rapprochées. Il le couvrit d'un drap propre, resta un moment debout à l'observer. Et dans le silence de l'hôpital, pour la première fois depuis longtemps, Antoine ressentit autre chose que la fatigue et la routine. Il sentit le poids d'une vie entière se déplacer vers quelque chose de nouveau. Le lendemain matin se leva sur l'hôpital Saint-Lazare avec son lot de rumeurs, de regards en coin et de conversations à voix basse. Antoine était arrivé bien avant l'heure, sans avoir vraiment dormi. Il portait la même blouse, les traits tirés mais le regard résolument clair. La nuit avait été longue, mais Claire respirait mieux. Elle était encore faible, plongée dans un demi-sommeil. Mais les premiers signes de rétablissement étaient là. Le traitement antibiotique avait été lancé, la fièvre commençait à redescendre. Lucas s'était réveillé tôt, un peu désorienté, mais rassuré en voyant sa mère encore en vie. Il ne demandait rien. Il suivait Antoine partout comme une ombre silencieuse, sans se plaindre, sans pleurer, comme s'il avait compris que le moindre bruit pourrait tout faire basculer. Mais tout ne s'arrangeait pas aussi simplement. À 8h30, alors qu'Antoine sortait de la chambre de Claire, il fut convoqué dans le bureau du directeur médical. Il s'attendait à cet appel. Le personnel administratif n'avait pas tardé à être informé de son geste de la veille. En pénétrant dans le bureau, il trouva le directeur assis derrière son large bureau, accompagné de la chef du service juridique. L'atmosphère était tendue, glaciale. « Antoine, dit le directeur sans détour, on m'a rapporté que vous avez admis une patiente sans couverture, sans pièce d'identité, et que vous avez opéré sans l'aval des responsables. Concerné. C'est exact. C'est exact, répondit-il d'un ton calme. Vous savez ce que ça implique. Si cette femme avait eu un problème, si l'intervention avait échoué, l'hôpital aurait été exposé à de lourdes conséquences. Et, même si elle s'en sort, ce que je vous souhaite, le fait demeure. Vous avez outrepassé votre autorité. J'ai pris la décision qu'un médecin devait prendre face à une urgence vitale. Elle allait mourir sur le trottoir. La juriste prit la parole, d'une voix posée mais tranchante. Même dans une urgence, des procédures doivent être respectées. Vous avez signé pour assumer les frais, soit. Mais vous avez aussi agi sans prévenir la direction. Cela peut être considéré comme une faute professionnelle. Antoine les regarda tous les deux, puis haussa les épaules. Alors, prenez les mesures que vous jugez nécessaires. Mais moi, je recommencerai. Un silence. Pesant s'installa. Le directeur soupira. Ce n'est pas la question de votre engagement, Antoine. C'est la manière. On vous connaît, vous avez toujours été irréprochable. Mais ce genre d'initiative peut avoir des répercussions graves. Ce genre d'initiative a sauvé une vie, répliqua-t-il. Une mère, un enfant, ce garçon a demandé de l'aide. Il s'est tenu là devant notre hôpital et personne n'a bougé. Moi compris, pas 2 fois. Le directeur se redressa lentement. Nous allons devoir en discuter avec le conseil de direction. D'ici là, vous restez sur le service, mais évitez toute exposition. Et tenez-nous informés de l'évolution de la patiente. Antoine quitta le bureau sans ajouter un mot. Il retourna auprès de Lucas, qui l'attendait à l'entrée de l'unité de soins. Le garçon leva les yeux vers lui, interrogateur. Antoine esquissa un demi-sourire. « Ta maman est forte. Elle s'accroche. » Lucas ne répondit pas, mais se rapprocha de lui et attrapa sa main. Antoine la serra doucement, surpris par son propre geste. Lui, le médecin distant, le professionnel austère, tenait maintenant la main d'un enfant comme s'il en avait toujours eu l'habitude. Dans l'après-midi, l'état de Claire se stabilisa encore. Les analyses montraient une amélioration modeste, mais réelle. Elle ouvrit brièvement les yeux, reconnut Lucas, tenta un sourire. Antoine l'observait de loin, laissant l'intimité de la scène au garçon. Il savait qu'il était en train de franchir une limite, mais il n'avait plus envie de reculer. En sortant de la chambre, il croisa plusieurs collègues. Certains l'évitaient du regard, d'autres lui lançaient un hochement de tête discret, presque complice. Une infirmière s'arrêta même pour lui murmurer. « Ce que vous avez fait, peu de gens l'auraient osé. » Il ne répondit rien, mais cela renforça sa conviction. Il avait fait ce qu'il fallait. Plus tard dans la soirée, alors qu'il écrivait un rapport dans son bureau, un agent administratif frappa à la porte. « Docteur Morel, une assistante sociale demande à vous voir, concernant l'enfant. »
Antoine se leva immédiatement, une boule d'angoisse dans la gorge. Il savait que ce moment viendrait. Il suivit l'agent jusqu'à la salle d'entretien où une femme l'attendait, dossier à la main. Elle se présenta rapidement, exposa la situation. L'hôpital a signalé la présence d'un enfant non identifié, sans tuteur légal reconnu. En l'absence de documents ou de parents valides, nous devons envisager un placement temporaire. Antoine fronça les sourcils. Sa mère est là en traitement. Elle est consciente, elle va mieux. Il ne s'agit pas d'un enfant abandonné. Monsieur Morel, même si elle se rétablit, elle n'est pas encore apte à s'occuper de Loé. Et la loi nous oblige à garantir la sécurité de l'enfant. Un centre d'accueil peut l'héberger jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Non, dit Antoine d'un ton sec. Pas lui. Pas maintenant. L'assistante sociale resta calme. Vous n'avez pas autorité pour décider. Si aucun membre de la famille ne peut se présenter, nous devrons intervenir. Antoine sentit sa gorge se nouer. Lucas, derrière la vitre, le regardait en silence. Il comprit que le système, même avec les meilleures intentions, risquait de reproduire ce qu'il avait subi autrefois. Et cette idée lui était devenue insupportable. L'hôpital Saint-Lazare vibrait d'une tension contenue. L'équipe médicale marchait sur des œufs autour du docteur Morel. Certains chuchotaient dans les couloirs, d'autres échangeaient des regards discrets. Mais tous savaient que quelque chose d'inhabituel se jouait. Antoine, habituellement distant et réservé, avait bouleversé les règles pour une patiente inconnue et son enfant. Et cette détermination peu commune suscitait à la fois respect et inquiétude. Dans la chambre isolée, Claire luttait encore. Si les premières heures avaient montré une amélioration fragile, l'infection pulmonaire s'était complexifiée. Les examens du matin avaient révélé une collection purulente en développement, une forme sévère d'empième qui comprimait son poumon droit. Un drainage ne suffisait plus. Il fallait opérer, ouvrir, nettoyer, d'urgence. Antoine réunit rapidement une réunion avec 2 collègues du service thoracique. Il exposa la situation, montra les scanners, expliqua les risques. L'un des chirurgiens déclina immédiatement. L'intervention, bien que maîtrisée techniquement, restait lourde pour une patiente dans un état aussi critique. Le second hésita, pesa les options. Antoine le regarda droit dans les yeux. « Si c'était votre sœur, votre femme, vous laisseriez passer la nuit ?» Le chirurgien secoua la tête. « Non, mais je n'ai pas le courage de signer pour ça, pas dans ce contexte. »« Moi, si. » Antoine se leva, quitta la salle et fit préparer un bloc. Il retourna voir Lucas. Le garçon était assis dans le coin d'une salle de repos, une couverture sur les épaules. Il ne parlait presque pas, mais ses yeux suivaient Antoine à chaque entrée, chaque sortie. Cette fois, il s'approcha de lui avant même que le médecin ne dise un mot. « Elles disent tout qu'elle doit aller au bloc. » Antoine s'accroupit à sa hauteur. « Oui, on va l'opérer. Il y a un risque, mais c'est la meilleure chance qu'elle a. » Lucas hocha lentement la tête, puis il leva une main tremblante et attrapa celle du médecin. « Tu vas la sauver, hein? Promets. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il voulait dire oui, il voulait rassurer, mais il savait mieux que quiconque que dans un bloc opératoire, rien n'était jamais certain. « Je vais faire tout ce que je peux, Lucas. Tout. » Mais le garçon serra plus fort. « Promets, s'il te plaît. Comme hier. » Antoine le regarda longuement, et cette fois, il ne détourna pas les yeux. Il fit un léger signe de tête. « Je te le promets. » Lucas le lâcha enfin, et Antoine partit. Au bloc, l'équipe était prête. La patiente fut installée, intubée, anesthésiée. Le silence s'installa, solennel. Antoine enfila sa blouse stérile, ses gants, son masque. Il se tenait là, face à une décision qu'il aurait autrefois laissée à un autre. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas. Il avait promis. L'opération débuta avec prudence. L'ouverture thoracique révéla l'ampleur de l'infection. Le poumon était collé à la plèvre, les tissus gonflés, congestionnés. Antoine guida chaque geste, millimètre par millimètre, nettoyant, drainant, extrayant les poches purulentes sans endommager les structures voisines. Mais au moment de repositionner les drains, une complication inattendue surgit. Une artériole saigna brusquement. La tension chuta. Le moniteur sonna. Claire entra en arrêt. « Massage, tout de suite !» Le cœur s'arrêta. Pendant 7 secondes, puis 10.
Antoine appuya lui-même sur la poitrine sans relâche. L'équipe, figée un instant, reprit avec lui suivant ses ordres. Il gardait le regard fixé sur l'ECG, sur la ligne plate, jusqu'à ce qu'une infime ondulation apparaisse. « Là, on a un rythme, stabilisé !» L'équipe reprit son souffle. Le silence fut brisé par les alertes des machines. Antoine, malgré la fatigue et la panique refoulée, poursuivit l'intervention. Lentement, avec un calme retrouvé, il termina la procédure, referma, nettoya, sutura. Lorsque tout fut fini, il resta un instant debout, seul, regardant le corps endormi de Claire. Elle était encore en vie, mais rien n'était gagné. Il sortit du bloc, se défit de sa tenue, s'approcha de la salle où Lucas attendait. Le garçon se leva d'un bond à sa vue. « Elle est vivante », murmura Antoine. « Elle est endormie. » Mais elle s'est accrochée. Lucas ne répondit pas. Il s'approcha et entoura le médecin de ses bras minces, soudainement sans un mot. Antoine, surpris, resta immobile. Puis, lentement, il posa une main sur le dos du garçon. Ce jour-là, dans un couloir d'hôpital, un lien se forma. Silencieux, fragile, mais indestructible. Le jour suivant s'était levé sur un Paris engourdi par la pluie, mais à l'hôpital Saint-Lazare, l'atmosphère restait suspendue. L'équipe médicale fonctionnait comme un orchestre à bout de souffle, et au centre de cette tension, Antoine marchait sans relâche, allant de la chambre de Claire au poste de soins, au bureau administratif, comme si le moindre relâchement pouvait faire s'effondrer l'équilibre précaire qu'il avait construit autour de cette femme et de son fils. Claire, bien que toujours inconsciente, avait franchi la nuit. L'hémorragie avait été contrôlée, les constantes stabilisées. Mais quelque chose, dans les résultats des examens post-opératoires, tracassait Antoine. Une ombre sur les radios, un léger décalage dans la pression intrathoracique, une fièvre qui ne descendait pas malgré les antibiotiques à large spectre. Il sentait que quelque chose échappait encore au contrôle. Il avait promis à Lucas, et cette promesse lui pesait désormais comme une dette sacrée. Il convoqua une nouvelle fois un comité restreint avec 2 spécialistes en soins intensifs. Tous étaient d'accord. Malgré la réussite technique de l'intervention, Claire n'était pas encore sortie d'affaire. Son corps luttait, mais une infection secondaire était en train de se développer. Ils décidèrent de la réintuber et de procéder à une thoracoscopie exploratoire, une intervention à haut risque compte tenu de sa faiblesse actuelle. À 17 heures précises, le bloc fut préparé. Antoine, bien que physiquement épuisé, refusa de laisser quelqu'un d'autre mener l'opération. Ce n'était plus une question d'ego ou de compétence, c'était une affaire de responsabilité, intime, une chaîne invisible qu'il avait accepté de porter le jour où il avait entendu cette voix sous la pluie. « Tonton, sauve ma maman !» Il enfila sa blouse chirurgicale, fixa les pinces, vérifia les champs stériles. La salle était étrangement silencieuse, comme si même les machines retenaient leur souffle. L'anesthésiste annonça que la patiente était « prête ». Antoine hocha la tête. Le scalpel toucha la peau. Le geste était sûr, mais chaque mouvement semblait surveillé par une peur diffuse, un pressentiment. La caméra introduite dans la cavité thoracique révéla une situation plus complexe que prévu. Une nouvelle collection de pus s'était formée près du diaphragme. L'endoscope montrait des tissus nécrosés, des vaisseaux fragilisés. Antoine s'arma de patience, guida l'aspiration, nettoya, coupa, évita les zones les plus vulnérables. Mais alors qu'il s'apprêtait à retirer un dernier fragment infecté, une veine collatérale céda. Le sang jaillit brusquement à travers l'écran. Les alarmes retentirent. Chute de tension, 80 systolique, 60. Aspiration, écarteur, compresse, lança Antoine. Le rythme cardiaque ralentissait. Claire, une fois encore, glissait. Préparé adrénaline, je reprends à main nue. Il retira les instruments, glissa sa main droite à travers l'ouverture, cherchant à comprimer la source du saignement. Son gant se teinta de rouge immédiatement. Il appuyait sans voir, sans respirer. Le silence tomba dans la pièce, seulement troublé par les bips stridents des moniteurs. « Elle s'éteint », dit une voix. « Non », répondit Antoine, « pas encore ». Il parlait pour lui, mais aussi pour Claire, pour Lucas, pour l'enfant qu'il avait été. Il n'y aurait pas d'échec ici, pas cette fois. Il sentait le tissu vibrer sous ses doigts, le cœur qui hésitait entre 2 battements. L'anesthésiste injecta l'adrénaline. Les secondes s'étiraient comme des minutes. Puis un miracle ténu, un retour. Faible,
irrégulier, mais un retour. Le moniteur reprit un tracé sinueux, fragile, mais vivant. Elle revient. Le soulagement envahit la salle sans qu'un mot soit prononcé. Antoine maintint la compression encore 1 minute. Le temps de poser des clips, d'assurer l'hémostase, de refermer. Lorsqu'il quitta le champ opératoire, couvert de sueur et de sang, la patiente était stable, temporairement. Il quitta le bloc en silence, passa par le vestiaire, retira ses vêtements souillés. Son reflet dans le miroir était méconnaissable, cerne profond, teint blafard, yeux rouges. Il se lava les mains longuement, comme pour effacer non pas la fatigue, mais la peur. En sortant, il retrouva Lucas assis dans le couloir. Il n'avait pas bougé. Il le vit et se leva d'un bond, inquiet. « Elle est encore là ?» demanda-t-il d'une voix cassée. Antoine s'agenouilla devant lui. Hésita une seconde, puis hocha la tête. « Oui, elle est encore là. » Lucas se jeta dans ses bras. Cette fois, Antoine l'enlaça franchement. Il le tenait, comme pour empêcher la nuit de les séparer. Il ne pleura pas. Pas encore. Mais au fond de lui, quelque chose avait cédé. Une fissure invisible s'était ouverte, laissant passer une lumière ancienne et oubliée. Claire était toujours en danger. Mais tant qu'elle respirait, tant qu'il y avait une chance, il resterait là. Pour elle, pour son fils, pour l'enfant qu'il avait été. Les jours suivants furent marqués par un calme relatif, presque irréel après les événements. Tendu des interventions. Dans la chambre numéro 23, isolée au bout du couloir du service de soins intensifs, Claire reprenait lentement conscience. Sa peau retrouvait un peu de couleur, sa respiration s'était régularisée et les médecins commençaient à parler de stade post-critique. Les tubes avaient été retirés progressivement, un à un, et même si elle restait faible, elle ouvrait les yeux, répondait par des signes, murmurait parfois un mot. Lucas, toujours là, ne quittait pas sa mère. Il dormait sur une chaise, mangeait dans un coin de la pièce et passait ses journées à lui tenir la main. Chaque fois qu'elle ouvrait les paupières, il lui souriait, lui racontait ce qui s'était passé, comment le tonton médecin l'avait trouvé, sauvé, protégé. Claire l'écoutait, les larmes aux yeux, incapable encore de parler, longtemps, mais transmettant dans chaque regard une tendresse immense. Antoine, lui, continuait de les visiter chaque jour, d'abord par devoir médical, puis par une impulsion plus intime, plus profonde. Il s'asseyait souvent au pied du lit, posait quelques questions cliniques, notait les réponses, mais finissait toujours par échanger un mot avec Lucas, qui ne demandait plus la permission pour s'asseoir à ses côtés. Le garçon s'était mis à le suivre dans les couloirs, observant les autres médecins, les patients, les gestes techniques. Il posait 1000 questions, curieux de tout, avide de comprendre. Pourquoi les docteurs dorment si peu? Pourquoi? Il faut des gants pour toucher les gens malades? C'est quoi une embolie? Antoine répondait à tout patiemment, et au fil de ces échanges, quelque chose se tissait entre eux. Un lien imprévu, inexplicable, mais solide. Lucas se mit à l'appeler tonton, avec une affection grandissante, comme si le mot au départ prononcé au hasard avait trouvé enfin un sens véritable. Et Antoine ne le corrigeait plus. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les 3 dans la chambre, Claire, d'une voix encore faible, parvint enfin à articuler une phrase complète. « Merci, docteur. » Antoine s'approcha, s'agenouilla à côté du lit. « Vous n'avez pas à me remercier. C'est Lucas qui m'a ramené vers vous. » Elle sourit, les yeux brillants. Puis, comme pour combler les vides, elle commença à raconter par bribes. Elle avait été infirmière dans un petit hôpital de la banlieue parisienne. Une restructuration, une baisse de budget, un poste supprimé. Puis le loyer impayé, les aides sociales trop lentes et soudain plus rien. Elle avait essayé de garder Lucas à l'école, de travailler ici ou là, mais l'hiver avait tout compliqué. Ils avaient fini à la rue, sans repère, survivant de dons et de refuges temporaires. Antoine écoutait, silencieux. Il reconnaissait dans son récit la spirale implacable de l'abandon institutionnel. Il vit aussi, dans le regard de Claire, une force incroyable, un instinct de survie qui forçait le respect. Elle n'était pas seulement une patiente. Elle était une battante. « Vous aviez besoin d'aide, dit-il simplement. « Et vous nous l'avez donnée, répondit-elle. À mesure que Claire retrouvait des forces, l'ambiance dans la chambre changeait. On entendait parfois des éclats de rire. Lucas ramenait des dessins, des livres.
Une infirmière leur avait même donné un jeu de société. Antoine, entre deux rendez-vous, passait saluer, apportait parfois un croissant, un jus de fruits, ou s'attardait quelques minutes de plus que nécessaire. Mais cette proximité n'échappait pas à l'administration. Un matin, Antoine reçut un nouveau message du bureau de la direction. Entretien à propos de la situation de la patiente Claire M. et de son fils. Merci de vous présenter à 10 heures. Il s'y rendit, tendu. On lui rappela à nouveau le cadre légal, les obligations de l'hôpital, la nécessité de trouver une solution administrative pour Claire et Lucas. Mais cette fois, les voix étaient moins accusatrices, presque embarrassées. « Vous avez attiré l'attention de plusieurs journalistes, Antoine, dit le directeur. L'histoire s'est répandue. Un médecin qui sauve une femme à la rue, un enfant qui supplie dans le froid, c'est devenu symbolique. » Antoine croisa les bras. « Et vous voulez vous en servir ? Disons que cela donne une autre dimension à vos actes. On envisage de soutenir un dossier d'asile humanitaire pour Claire. Avec les bons appuis et un peu de discrétion, cela pourrait fonctionner. » Antoine acquiesça. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'était une issue possible. Dans les jours qui suivirent, il accompagna Claire à des rendez-vous administratifs, signa des formulaires, rédigea des attestations. Il veillait à tout. Lucas, pendant ce temps, continuait à explorer les couloirs de l'hôpital, toujours à ses côtés. Il apprenait vite, trop vite. Une nuit, alors qu'ils rentraient ensemble d'un long rendez-vous, Lucas marcha en silence aux côtés d'Antoine. Puis, timidement, il demanda « Tu crois que je pourrais devenir docteur aussi ?» Antoine s'arrêta, le regarda. « Si tu veux. Mais ça demande beaucoup de travail, de patience, et il faut étudier longtemps. » Lucas hocha la tête avec sérieux. « J'aime bien quand tu parles des maladies, et j'aimerais aider les gens, comme toi. » Antoine sentit sa gorge se serrer. Il posa une main sur l'épaule du garçon. « Alors tu peux y arriver, et je serai là pour t'aider. » Pour la première fois depuis des années, Antoine avait retrouvé un sens à ses gestes. Chaque jour passé auprès de Claire et Lucas rouvrait une part de lui qu'il croyait à jamais perdue. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, exactement. Mais une chose était sûre, il ne voulait plus revenir en arrière. Le calme apparent qui régnait dans la chambre de Claire fut brusquement troublé en cette fin de matinée pluvieuse. Le couloir, d'ordinaire animé par les pas feutrés du personnel soignant et les conversations murmurées des visiteurs, fut soudain traversé par une silhouette inconnue. Une femme, la quarantaine stricte, tailleur anthracite et cheveux relevés, s'approcha de la porte numéro 23. Un dossier bien serré contre elle. Son badge indiquait « Élodie Durand, assistante sociale, secteur enfants vulnérables ». Antoine l'aperçut en remontant le couloir. Il reconnut aussitôt le type d'intervention qu'elle représentait. Il accéléra le pas et la rejoignit, avant qu'elle ne frappe. « Bonjour, vous venez pour Claire Morel ?» Elle tourna vers lui un regard professionnel, poli mais distant. « Pour Claire M et surtout pour son fils. J'ai été mandaté après le signalement administratif. Il y a un mineur sans tuteur légal en situation instable. » Antoine sentit son estomac se nouer. Claire est en train de se remettre. Elle est consciente. Et elle est sa mère. Il n'y a pas d'abandon. Cela ne suffit pas, docteur. Le fait qu'elle ait été hospitalisée aussi longtemps, sans preuve de résidence ni emploi stable, sans couverture médicale, déclenche automatiquement une procédure d'évaluation de l'environnement familial. Vous êtes venu pour l'emmener ? Pour le rencontrer, évaluer. Ensuite, je transmettrai mon rapport. Antoine ouvrit la porte lentement. Claire était réveillée, Lucas assis à côté d'elle, lisant à voix haute un vieux magazine de sport trouvé à la cafétéria. Ils levèrent les yeux ensemble. Claire comprit immédiatement en voyant la femme. « Je suis Élodie Durand, madame, » dit l'assistante sociale en s'approchant doucement. « Je suis ici pour m'assurer que votre fils est en sécurité et que vous êtes en capacité de vous en occuper. » Claire tenta de se redresser, mais sa faiblesse l'obligea à rester semi-allongée. Lucas prit sa main. « Je ne suis pas une mauvaise mère, » dit-elle d'une voix rauque. « Ce n'est pas ce que nous disons, mais votre situation est jugée préoccupante. Vous venez de sortir d'un état critique, et selon nos services, Lucas pourrait bénéficier d'un hébergement temporaire le temps que vous récupériez pleinement. » Lucas tourna vers Antoine un regard paniqué. « Non, je veux pas partir. Je reste avec maman. » Antoine fit un pas en avant, le ton plus ferme. «
Il est resté chaque nuit ici. Il l'a veillé, soutenu. Il a vu plus que beaucoup d'adultes. Et vous voudriez le couper de ça? Ce ne sont pas mes décisions, docteur. Mais vous savez très bien comment ces choses fonctionnent. Il ne s'agit pas d'affection. Il s'agit de cadre légal, de protocole. Si l'hôpital ne peut garantir un environnement adapté, le juge tranchera. Claire ferma les yeux, murmurant « J'ai tout fait pour lui. Tout. Et vous, continuez de le faire, » répondit Antoine. Mais il savait que ces mots ne suffiraient pas. Le système avançait, mécanique, insensible aux exceptions. Dans les jours suivants, l'évaluation serait envoyée au tribunal des affaires familiales. Et là, tout pouvait arriver. Lucas risquait d'être placé, même temporairement. Un placement qui pourrait se prolonger, selon l'état de santé de Claire, la lenteur administrative, le manque de places disponibles dans les structures d'accueil adaptées. Plus tard, seul dans son bureau, Antoine relut les documents que l'assistante lui avait remis. Dossiers à remplir, certificats à signer, rapports à rédiger. Il vit à travers les lignes l'ombre de ce qu'avait été son propre parcours. Ce glissement progressif, lent d'un enfant que l'on éloigne de ce qu'il aime au nom de sa sécurité. Et il se revit 7 ans, hurlant dans une salle d'attente, arraché à la main d'une tante impuissante. Non, cela ne devait pas se reproduire. Il sortit de son bureau, descendit jusqu'au service social de l'hôpital, demanda à parler à la responsable de la cellule enfant. Elle n'était pas là. Il insista. On lui proposa un rendez-vous dans 2 jours. Trop long. De retour dans la chambre de Claire, il trouva Lucas endormi, la tête posée sur le matelas, sa main serrant toujours celle de sa mère. Claire ouvrit les yeux, fatiguée, vidée. « Ils vont me le prendre, » murmura-t-elle. « Pas si je peux. »« L'éviter, » répondit Antoine. Elle tourna la tête vers lui, le fixa longuement. « Pourquoi faites-vous tout ça pour nous ?» Il resta un moment sans répondre, puis s'approcha du lit. « Parce que, il y a très longtemps, j'étais ce garçon, et personne n'a tendu la main à ma mère. » Claire baissa les yeux, émue. « Merci, » dit-elle simplement. « Mais ça ne suffira pas. Il faut une solution, concrète, officielle, légalement solide. » Elle hocha lentement la tête. « Je ferai tout ce qu'il faut, mais je suis encore si faible. Alors c'est à moi d'agir pour l'instant. » Cette nuit-là, Antoine ne rentra pas chez lui. Il resta à l'hôpital, assis dans son bureau, des dossiers éparpillés autour de lui. Il consulta les lois, les recours, les exceptions. Il pensa à appeler un avocat. Mais aucune des voies normales ne garantirait que Lucas reste auprès de sa mère. Il fallait une action immédiate, un geste décisif. Et à mesure que l'aube approchait, une idée germait lentement. Inconfortable, improbable, mais peut-être la seule capable d'empêcher l'injustice de se répéter. Une idée que l'homme qu'il avait été aurait repoussée, mais que l'homme qu'il devenait ne pouvait plus ignorer. Le matin s'étira dans une lenteur oppressante, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Antoine, les yeux rougis par une nuit blanche, marchait d'un pas déterminé vers le service social de l'hôpital. Il avait pris sa décision, au petit jour, lorsque les premiers rayons pâles filtraient à travers les stores de son bureau. Une décision qui, quelques mois plus tôt, lui aurait semblé insensée, impossible. Mais désormais, elle s'imposait avec la force tranquille de l'évidence. Il entra dans le bureau de l'assistante sociale principale, une femme qu'il connaissait depuis des années, pour sa rigueur inflexible et son attachement aux procédures. Elle le regarda avec surprise. « Docteur Morel, vous êtes ici tôt. Je viens pour parler de Lucas et de Claire. » Elle posa son stylo. « Nous avons déjà échangé hier, vous savez que la procédure suit son cours. Une mesure provisoire est envisagée, le temps de statuer sur la situation de la mère. Justement, je suis ici pour proposer une alternative. » Elle haussa les sourcils. « Laquelle ?» Antoine inspira profondément. « Je souhaite me porter, garant de l'enfant, le prendre sous ma responsabilité temporaire en tant que tuteur volontaire, jusqu'à ce que Claire puisse reprendre pleinement ses droits parentaux. » Un silence tomba sur la pièce. L'assistante sociale cligna des yeux, cherchant à comprendre si elle avait bien entendu. « Vous voulez l'accueillir chez vous ? » ?»« Oui. Légalement, il existe une disposition qui permet à un tiers reconnu et solvable d'assurer la garde d'un mineur dans le cadre d'une mesure exceptionnelle. Vous le savez, c'est rare, très rare, et encore plus quand il ne s'agit pas d'un membre de la famille. Je suis médecin reconnu par cette institution,
Lucas me connaît, il me fait confiance. Sa mère est d'accord, et je suis prêt à tout assumer. » Elle le regarda longuement, son expression passant de l'étonnement à l'analyse. « Vous savez ce que cela implique? Visite de contrôle, dossiers à remplir, engagement de stabilité. Et potentiellement, si Claire ne récupère pas ses droits, une responsabilité à long terme. Je sais. Et pourquoi vous? Pourquoi maintenant? » Il ne répondit pas tout de suite. Puis la voix basse mais ferme, il répondit « Parce qu'il m'a tendu la main quand moi-même j'avais oublié comment faire. » Elle prit quelques secondes, puis ouvrit un tiroir, en sortit un formulaire. « Vous devrez remplir ceci, et une évaluation sera faite dans les prochaines 48 heures. Si tout est en ordre, l'accord peut être signé. » Antoine prit les documents, les serra dans ses mains. Il savait que rien n'était encore gagné, mais c'était un pas. Et cette fois, il n'attendrait pas qu'on lui dise ce qu'il avait le droit de faire. Plus tard dans la journée, il retourna dans la chambre de Claire. Elle était plus éveillée, les traits encore tirés, mais son regard avait retrouvé une lueur de vitalité. Lucas jouait près de la fenêtre avec un puzzle en carton qu'une infirmière lui avait donné. Antoine s'approcha doucement. « J'ai parlé au service social. J'ai proposé de m'occuper de Lucas, le temps que tu puisses reprendre. » Claire resta un moment silencieuse. Elle regarda son fils, puis Antoine. « Tu ferais ça pour nous ?»« Pour lui et pour toi, mais surtout parce que je le veux. » Des larmes remplirent les yeux de Claire, mais elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête dans un geste lourd de reconnaissance, de confiance, de soulagement. « Tu lui as dit ?» Antoine se tourna vers Lucas. Il s'accroupit. « Écoute, Lucas, tu sais que ta maman doit encore se reposer un peu, reprendre des forces. Pendant ce temps, il est possible qu'on ne vous laisse pas rester, ensemble à l'hôpital. Mais j'ai proposé quelque chose. »« Quoi ?» demanda-t-il les yeux ronds. « Que tu viennes habiter chez moi. Juste un moment, jusqu'à ce que ta maman soit totalement remise. Tu veux bien ?» Lucas ne répondit pas immédiatement. Il regarda sa mère, qui lui fit un petit signe. Puis il revint vers Antoine et lui sauta au cou. « Je veux, tonton, je veux !» Antoine le serra contre lui, et dans cette étreinte, il sentit quelque chose de profond s'ancrer. Ce n'était plus seulement une promesse, c'était un choix, un nouveau chapitre. Le soir même, il retourna chez lui accompagné de Lucas. Il n'avait pas préparé sa maison pour accueillir un enfant, mais rien ne semblait insurmontable. Ils mangèrent ensemble des pâtes réchauffées. Lucas s'installa dans la chambre d'amis, curieux de tout, émerveillé par les livres, les plantes, la grande baie vitrée. « C'est chez toi, ça? C'est trop bien ?»« C'est chez nous pour l'instant, » répondit Antoine avec un demi-sourire. Avant de dormir, Lucas demanda timidement « Tu peux laisser la porte ouverte ?» « Bien sûr. » Et alors qu'il quittait la pièce, Antoine s'arrêta un instant, regarda le garçon endormi et murmura « Tu n'as plus à avoir peur. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis très longtemps, il dormit d'un sommeil profond. Et dans ce silence, il sentit que sa vie, jusqu'ici si cadrée, venait de trouver un sens qu'il n'attendait plus. Les premiers jours de cohabitation entre Antoine et Lucas furent un curieux mélange de maladresse, de découverte et de tendresse inattendue. Antoine, habitué à un quotidien rigide, presque monacal, vit son univers transformé par la simple présence du garçon. Le silence méticuleux de son appartement fut brisé par des questions incessantes, des petits pas précipités dans le couloir, des éclats de rire devant les dessins animés qu'il ne comprenait pas mais finissait par regarder. Le matin, Antoine se levait plus tôt que d'habitude pour préparer le petit déjeuner. Des tartines beurrées remplacèrent les biscuits secs et un bol de chocolat chaud apparut sur la table, à côté de sa tasse de café noir. Lucas, en pyjama, débarquait toujours les cheveux en bataille, les yeux encore mi-clos, mais le sourire large. « Tu travailles aujourd'hui, tonton ?»« Oui, mais je rentre ce soir. Tu seras à l'école. » Car oui, dès la première semaine, Antoine s'était débrouillé pour réinscrire Lucas à l'école primaire la plus proche, utilisant son adresse, plaidant l'urgence auprès de la directrice. Le garçon, bien qu'intimidé, s'était adapté avec une rapidité étonnante. Il se lia d'amitié avec 2 camarades, recommença à dessiner, à rire. Chaque soir, il racontait sa journée à Antoine, qui écoutait attentivement, découvrant un monde qu'il avait oublié depuis longtemps. À l'hôpital, la nouvelle de cette cohabitation s'était répandue. Certains collègues en parlaient avec admiration discrète, d'autres avec méfiance.
comme si Antoine s'était subitement transformé en un inconnu. Mais lui, il restait focalisé sur l'essentiel. Claire allait mieux. Lucas s'épanouissait. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentait son cœur battre autrement que par habitude. Chaque soir, après le dîner, Lucas insistait pour faire la vaisselle avec lui. Ce petit rituel devint un moment privilégié où les gestes simples tissaient des liens solides. Puis venait l'heure des devoirs, souvent accompagnée d'un peu de musique douce. Antoine, autrefois allergique à tout ce qui sortait de la rigueur scientifique, se surprenait à fredonner les refrains que Lucas écoutait à l'école. Le week-end, ils firent ensemble une promenade sur les quais de Seine. Lucas courait devant, s'arrêtait pour regarder les péniches, posait 1000 questions sur les ponts, les monuments, les oiseaux. Antoine répondait, riait parfois, s'arrêtait pour acheter une crêpe au chocolat qu'ils partagèrent sur un banc, les doigts collants, heureux. Mais malgré cette harmonie nouvelle, une part d'Antoine restait en alerte. Il savait que cet équilibre fragile pouvait être brisé à tout moment. Claire, bien qu'en voie de guérison, n'était pas encore déclarée apte à reprendre Lucas à plein temps, et l'administration n'avait pas encore tranché définitivement sur le statut de la famille. Chaque jour, Antoine recevait des formulaires, des appels, des visites. Il coopérait mais redoutait une décision brutale. Un soir, alors qu'il rangeait les affaires de Lucas, il trouva un dessin glissé entre 2 cahiers. On y voyait 3 silhouettes, un petit garçon, une femme aux cheveux longs et un homme avec une blouse blanche. Tous 3 tenaient la main de l'autre, avec un grand soleil au-dessus d'eux. En bas, écrit avec soin « Ma famille ». Antoine resta figé un instant. Le mot si simple, si chargé résonna longtemps en lui. Il s'assit sur le lit, le dessin dans les mains et sentit une émotion familière monter. Mais cette fois, elle ne le fuyait pas. Elle l'envahissait doucement, sans violence. Il se permit de sourire, les yeux humides, acceptant enfin que quelque chose avait changé en lui. Le lendemain, il accompagna Lucas à l'école main dans la main. Des parents le saluèrent, certains avec surprise, d'autres avec chaleur. Antoine, d'ordinaire réservé, répondait d'un signe de tête. Il n'était plus simplement qu'un médecin renommé. Il était devenu le tonton d'un élève de CE2, celui qui apportait les goûters oubliés et signait les carnets. À l'hôpital, Claire progressait. Elle recommençait à marcher, se nourrissait seule, parlait avec plus d'assurance. Elle remerciait souvent Antoine, mais il lui répondait toujours « Tu n'as pas à me remercier, tu t'es battu. Moi, j'ai seulement tenu ta main un moment. » Elle savait qu'il disait cela pour se protéger, mais elle voyait dans ses gestes, dans son regard quand il parlait de Lucas, qu'il avait changé. Antoine, l'homme froid et distant qu'elle avait entrevu les premiers jours, avait été remplacé par un autre. Un homme capable de douceur, de rire, de tendresse. Un homme capable d'aimer, sans même s'en rendre compte. Et ainsi passèrent les semaines, entre l'hôpital et l'appartement, entre l'école et les promenades. Chaque jour consolidait un peu plus cette famille improvisée. Claire reprenait vie. Lucas grandissait. Et Antoine, sans l'avoir planifié, découvrait ce que signifiait vraiment le mot foyer. Mais un matin, une lettre arriva par courrier recommandé. Un pli blanc, officiel, au cachet du tribunal des affaires familiales. Antoine le tint entre ses mains sans l'ouvrir immédiatement. Il savait que cette enveloppe contenait une réponse, une décision. Peut-être la fin de ce fragile bonheur, peut-être son prolongement. Il prit une profonde inspiration, s'assit et décacheta l'enveloppe. Le papier craqua légèrement entre les doigts d'Antoine lorsqu'il tira la lettre de son enveloppe. Il déplia les feuilles lentement, méthodiquement, comme s'il voulait suspendre le temps, retarder la réponse que son cœur redoutait autant qu'il l'espérait. Le texte, dactylographié, clair, administratif, commençait par les formules d'usage. Tribunal des affaires familiales de Paris. Décision provisoire concernant la garde de l'enfant mineur Lucas M. Il sauta les paragraphes d'introduction, son regard affamé d'aller droit à l'essentiel. Puis il lut les mots qui firent vaciller sa respiration. Compte tenu de la situation médicale désormais stabilisée de la mère, Claire M., et de la qualité de l'accueil temporaire offert par le docteur Antoine Morel, la garde légale de l'enfant est restituée à la mère, avec maintien d'un droit de visite élargie pour M. Morel, dans le cadre d'un lien affectif reconnu par les 2 parties. Il relut la phrase 3 fois pour en être certain, puis il s'appuya contre le dossier de la chaise, ferma les yeux. Un soulagement l'envahit.
chaud, puissant, total. Claire allait retrouver son fils. Lucas allait pouvoir rentrer chez sa mère. Et lui, Antoine, il ne serait pas oublié. Il aurait une place, une vraie, dans leur vie. Ce même jour, il se rendit à l'hôpital sans prévenir Claire. Il la trouva debout, en train de marcher lentement dans le couloir, soutenue par une infirmière. Lorsqu'elle le vit, elle sourit et sa voix s'éleva faiblement. « Tu as l'air soulagé. » Il lui tendit la lettre. « C'est officiel. Tu rentres bientôt, avec Lucas. » Elle lut en silence, puis leva vers lui des yeux pleins de gratitude et de larmes contenues. « Tu as rendu ça possible. »« Non, c'est toi qui as tenu. Moi, j'ai juste été là. »« Non, Antoine, tu as été plus qu'un médecin. Tu as été la main que je croyais ne plus jamais trouver. » Ils ne dirent rien d'autre. L'émotion remplissait l'espace entre eux, suffisante, entière. 3 jours plus tard, Claire fut autorisée à quitter l'hôpital. Une assistante sociale l'accompagna jusqu'à la nouvelle adresse qu'elle avait obtenue grâce à un programme d'aide urgente. Un petit appartement dans le 13e arrondissement, modeste mais propre, avec une cuisine fonctionnelle, une chambre pour Lucas, un lit pour elle. Lucas sauta dans ses bras en franchissant la porte. Antoine, resté sur le pas, observa la scène avec un sourire discret. « Tu ne viens pas ?» demanda Lucas en se retournant. « C'est votre maison, Lucas, mais je passerai, souvent. »« Promis ? » ?»« Promis. » Les semaines qui suivirent coulèrent dans un rythme doux et nouveau. Antoine reprit ses fonctions à l'hôpital avec une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Il continuait de voir Lucas presque tous les jours. Parfois après l'école, parfois le week-end. Ils allaient ensemble au musée, dans les parcs, faisaient des puzzles chez Claire, cuisinèrent des crêpes. Claire elle-même reprenait vie. Elle retrouva un poste d'aide-soignante dans une clinique de quartier grâce à une recommandation directe d'Antoine. Elle rayonnait, plus fragile qu'avant, certes, mais aussi plus forte d'une force née de l'abîme. Puis vint un soir, quelques mois plus tard. Antoine rentra chez lui, fatigué mais serein. En posant son manteau sur le dossier de la chaise, il aperçut une enveloppe bleue posée sur la table. Son prénom y était écrit à la main, d'une écriture irrégulière mais reconnaissable, celle de Lucas. Il s'assit, ouvrit la lettre. Un dessin l'attendait. 3 personnages à nouveau, comme sur le premier, mais cette fois, ils étaient dans un jardin. Le soleil brillait, un arbre poussait à côté d'eux. Et au dos, un petit texte simple, sincère. « Tonton, merci d'avoir écouté mon appel. Tu as sauvé ma maman. Et tu m'as sauvé, moi aussi. Je t'aime fort. Lucas. » Les larmes qu'Antoine n'avait jamais versées, ni pour sa propre mère, ni pour l'enfant qu'il avait été, ni même pour Claire au seuil de la mort, surgirent alors, lentes, silencieuses. Il resta là longtemps, tenant la feuille contre son cœur. Il comprenait enfin, par-delà les gestes médicaux, les protocoles, les diagnostics, il avait guéri quelque chose en lui que ni le scalpel ni la science ne pouvaient atteindre. Et, dans ce salon, baigné par la lumière douce d'un soir parisien, Antoine sourit. Non pas un sourire de façade, mais un de ceux qui naissent des entrailles et remontent pour illuminer les yeux. Un nouveau chapitre commençait. Pas écrit à l'avance, pas garanti, mais ancré dans l'essentiel. Le lien, la vie, l'amour discret, et cette certitude que parfois les plus grandes promesses sont celles faites dans un murmure d'enfant sous la pluie. « Tonton, s'il te plaît, sauve ma maman. » Et il l'avait fait, pour elle, pour lui, pour eux.